l'intérêt de la langue en tant qu'élément identitaire, c'est que il n'est pas exclusif. La langue, on peut en avoir plusieurs. Je pense que pour un émigré, connaître la langue du pays d'accueil est à la fois un droit et une obligation. En même temps, il ne faut jamais sous-estimer le fait que lorsqu'une personne arrive dans un pays différent, cette personne a le sentiment d'être un peu perdue dans un monde où sa propre culture est totalement ignorée. Ça, c'est un sentiment très fort chez toute personne qui arrive d'une culture qui, pour des raisons historiques, n'est plus tellement connue. On a le sentiment que sa langue, on ne peut pas vraiment la parler à voix haute. On a le sentiment que les figures importantes de sa propre culture sont totalement inconnues dans la nouvelle société où on a commencé à vivre. Et je pense qu'il y a une notion de dignité culturelle qui est essentielle. Il faut que les gens aient le sentiment que leur culture est respectée dans le nouveau pays. Et il faut peut-être un effort pour cela, que les gens ne se sentent pas bafoués culturellement. Je pense que quelqu'un qui se sent humilié dans son appartenance culturelle aura tendance à faire de la surenchère identitaire dans d'autres domaines. Et je crois qu'il est important d'encourager une personne qui émigre d'un pays à l'autre à être un lieu de rencontre entre la culture du pays d'accueil et la culture du pays d'origine. La pire chose, c'est de sommer cette personne de choisir entre les deux. Parce que, de toute manière, quel que soit le choix de cette personne, ce sera désastreux pour ses rapports avec les autres au sein de cette société. Et est-ce que cet attachement à la langue du pays d'origine, pour vous, ça vaut aussi pour les générations qui viennent après? Je pense que ce sera le choix de chacun. Parfois ça se perdra, parfois ça se maintiendra, mais je pense qu'il faut considérer la connaissance de la langue du pays d'origine comme un atout pour le pays d'accueil. Cela dit, si quelqu'un arrive dans un pays et qu'il ne veut pas étudier la langue du pays, ça c'est un vrai problème. Mais à partir du moment où la personne apprend la langue du pays, le fait de connaître aussi la langue du pays d'origine est important. Je pense qu'il faut la vivre comme un enrichissement pour le pays d'accueil. Le fait d'avoir chez soi des gens qui parlent des langues qui viennent de partout ne peut pas ne pas être considéré comme un atout pour les relations entre ce pays et le reste du monde. Et je pense que c'est ça la mission, la vocation de l'immigré, et d'être un trait d'union entre sa société d'accueil et sa société d'origine. Mais il faut l'aider à assumer cette double appartenance. Il faut l'aider à vivre sereinement son appartenance à la société d'adoption sans avoir à trahir sa société d'origine, à avoir le sentiment de l'avoir abandonnée. Et d'ailleurs, votre réflexion sur la richesse des langues ne se limite pas à la question des rapports entre les migrants et les immigrés et leur pays d'origine, leur pays d'accueil. Elle concerne aussi la construction européenne et la diversité, le multilinguisme, les multiples langues qui existent dans l'Europe en construction. Sigrid, tout à l'heure, a fait allusion, elle a parlé de ce rapport qui a été établi par un groupe d'intellectuels que vous avez présidé à la demande de la Commission européenne, qui a été publié en début 2008. Et c'est un rapport qui prône, alors là, une notion, je trouve, qui mérite d'être popularisée, parce que je crois qu'elle est malheureusement pas suffisamment connue, à savoir que ce groupe d'intellectuels prône ce qu'il appelle la langue personnelle adoptive. Alors,
expliquer un peu ce que... Parce que pour vous, c'est clair, il y a la première langue qui est la langue maternelle, il y a la troisième langue, bon, ben, c'est la langue internationale, la langue de communication, c'est pas la deuxième langue pour vous, hein, c'est la troisième. L'anglais, généralement aujourd'hui, mais c'est pas la deuxième, c'est la troisième. Alors la langue personnelle... Je vais vous dire un peu le raisonnement. Le raisonnement. Bon, ce que nous avons en Europe actuellement, il y a toutes les langues officielles, il y en a 23, plus des langues régionales, au total il y a plusieurs dizaines en tout cas. Et en même temps, il y a dans la pratique une tendance à parler de plus en plus une langue qui est l'anglais. Il est normal que nous puissions parler entre nous, et moi ça ne me gêne pas. Quand je veux parler avec un grec ou un danois en anglais, je pense que c'est tout à fait normal. En même temps, je pense qu'il est important pour toute personne que sa langue ne soit pas perdue, que sa langue ne soit pas marginalisée encore. Alors, la quadrature du cercle, c'est de savoir comment on pourra continuer à se parler, à s'entendre, et sans avoir marginalisé certaines des langues européennes. Maintenant, il y a eu en 2002 une décision européenne qui dit toute personne devrait apprendre 3 langues. Un, sa langue maternelle, sa langue identitaire, et 2 autres langues en plus de cette première langue. Ce que a dit le groupe de réflexion auquel vous faites allusion, c'est la chose suivante. Si on dit aux gens choisissez 2 langues, la première langue sera l'anglais, et en réalité il n'y aura pas de deuxième langue. Parce qu'à partir du moment où la première langue est l'anglais, la présence d'une deuxième langue, autre que l'anglais, deviendra secondaire. La seule manière de maintenir véritablement 2 langues étrangères, c'est que la première langue étrangère soit différente de l'anglais. Et cette langue, nous l'appelons la langue personnelle adoptive.